Roule, hello. Coucou, Alors, ça va? qu'est-ce que tu fais? Allô? Allez, Roman, tout va bien? Bonjour, toi. Oui, Madelinette. Ça va? Et toi? Oui, ça va. Non, comment ça va? Vraiment. Salut, moi c'est Romane et vous écoutez Comment ça va vraiment? Sur ce podcast, j'accueillerai des personnes comme vous et moi dont le désir est de partager dans un esprit bienveillant, détendu et décomplexé une partie de leur histoire. Ici, nous allons aborder des sujets autour de la santé mentale, des questionnements légers comme plus profonds, autour d'événements parfois traumatiques survenus récemment ou il y a longtemps. Car la parole délie, la parole libère, éveille et surtout la parole fait du bien. Alors comment toutes ces choses peuvent affecter notre santé mentale ou bien au contraire la rendre meilleure? Comment tirer un enseignement de toutes ces expériences? Ici, nous réapprendrons à mettre des mots sur nos émotions et nous oserons sans honte ni jugement de parler de nos insécurités pour embrasser un esprit plus apaisé. Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir invité. Je suis trop contente. Pour moi, c'est une première. T'es mon premier invité. Voilà. Je tenais à le dire. Donc, c'est super chouette. Écoute, on va pas passer par quatre chemins. On va rentrer directement dans le vif du sujet, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? C'est une bonne question. Comment me présenter? Je m'appelle Léandre. J'ai actuellement 25 ans. Je suis originaire de Bretagne, en France. J'ai grandi avec une famille nombreuse. Enfin, tout est relatif, mais nous, on était 4 enfants. J'ai vécu avec mes 2 parents, mes grands-parents à proximité. Donc ça m'a un peu forgé quand j'étais jeune. Et puis j'ai décidé, après mes études supérieures, de un peu quitter le cocon familial pour vivre d'autres expériences. Parce que je suis très curieux de nature et j'aime vivre plein de choses. Et c'est ce qui m'a amené aujourd'hui par un parcours à arriver à vivre en Suisse, à faire ta rencontre et essayer encore de nouvelles choses. Donc pareil, moi c'est mon premier podcast, c'est une première, ça me sort de ma zone de confort. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Trop cool. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu fais aujourd'hui dans la vie et qu'est-ce que tu fais à côté de ça, tes passions, tes hobbies, qu'est-ce que t'aimes faire en fait? Oui. Donc d'abord mon travail, c'est bien ça. Ouais. Qu'est-ce que je fais actuellement? Ça fait quelques mois que j'ai commencé en tant que chef de projet dans une petite entreprise. On fait de la machine spéciale pour l'industrie, pharma, agroalimentaire principalement. Et moi, ce que je fais au quotidien, c'est un peu de conception. Donc, je conçois les machines, ensuite on les envoie en production. Et une fois que c'est fabriqué, on les récupère chez nous dans notre atelier. Et ensuite, on fait en sorte que le montage se passe bien. Et moi, je gère les équipes qui montent, je les supervise. Donc, il y a un peu de tout, de la créativité, de la gestion, de l'échange client. Donc voilà. Et ce qui m'intéresse là-dedans, moi, c'est le côté management d'équipe. J'aime pas travailler tout seul, donc j'ai besoin d'avoir du contact au quotidien. Et c'est le côté créatif. C'est dessiner des machines, c'est faire des nouvelles choses. Donc voilà. Et en dehors de ça, ma nouvelle vie en Suisse, parce que c'est assez récent, c'est mon sport au quotidien. Et puis c'est beaucoup de randonnée. Bientôt le ski parce que la saison arrive. Et ensuite, c'est retourner voir ma famille de temps en temps, parce que c'est jouable de le faire, donc j'essaie de remonter le plus possible. Et ouais, expérimenter un maximum de choses, comme aujourd'hui avec ce podcast et d'autres activités futures. Et tu sors souvent de ta zone de confort? Le plus possible. Depuis que j'ai pris conscience que ça me faisait du bien et que j'ai travaillé sur moi-même en introspection quand j'étais plus jeune, j'ai compris ma nature, donc d'être très curieux. Et j'ai horreur de la routine, donc le plus je sors de ma zone de confort, mieux je me porte. Ok. Et pourquoi tu t'en es venu à t'introspecter? Parce que c'est quand même pas non plus, je trouve, assez courant. Enfin, courant. C'est pas, ça se fait rare. C'est plutôt rare, justement, les personnes qui aiment s'introspecter parce que souvent ça fait peur. C'est un sujet un petit peu tabou. Et donc, pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait que tu en es venu à t'introspecter ou pas?
Ouais, je pense que c'était malgré moi. J'ai eu une adolescence un peu turbulente. Je savais pas, comme beaucoup d'adolescents, je savais pas mesurer et gérer mes émotions. Donc j'ai vécu un amour très fort pour une personne avec qui c'était pas réciproque. Donc ça veut dire que ça a déclenché des choses en moi qui étaient négatives et ça m'a forcé à l'introspection. Et depuis ce temps-là, j'ai appris à mieux me connaître et, et à mieux gérer mes émotions et donc c'est ce déclencheur-là, quoi. Ok. Et tu peux nous en dire plus sur cette expérience, cet amour non réciproque? Ouais. Comment tu... C'est l'objectif du podcast, on peut y aller. Euh, donc j'avais quel âge? J'étais au collège. C'était mes années collège. Donc en plein dans l'adolescence. Et j'avais un groupe de potes. J'étais pas mal entouré de filles à ce moment-là. Je sais pas pourquoi, le contact facile. Mais bref, dans tous les cas, je suis tombé amoureux de ma meilleure amie. Et ça en était, comme je l'ai dit, c'était pas réciproque. Et ça en était devenu presque pesant parce que comme je ne comprenais pas pourquoi, moi ça me faisait des nœuds au cerveau et ça me perturbait psychologiquement. Et du coup, ça se ressentait et ça a déteint sur ma relation avec elle, puis ensuite avec mes relations avec mon cercle d'amis proches. Donc petit à petit, je me suis pas mal isolé, mes parents s'en ont rendu compte, surtout ma mère. Et du coup, ça m'a amené à en discuter avec ma mère et elle voyait que ça allait pas et que j'avais un comportement qui était pas normal ou du moins différent d'avant. Et, et puis voilà. Et c'est comme ça que je suis rentré en discussion avec différents psychologues qui m'ont suivi pendant plusieurs années. Et ce que j'ai retenu de ces moments-là, c'est que j'étais émotionnellement immature. C'est-à-dire que j'ai reçu un amour trop fort et que je ne savais pas gérer. Et à tel point que ma psychologue m'avait dit que cet amour était tellement puissant qu'il y en a sur une vie entière, ils ne vivront jamais un amour tel. Donc pour un adolescent, un enfant, c'est pas du tout quelque chose auquel on est préparé à vivre. Et donc voilà. Donc c'est pas mal d'années d'introspection même quand on est jeune. Donc il y a certaines briques, on va dire, qui se sont débloquées. Et je suis persuadé que plus on se connaît et mieux on arrive à vivre avec soi-même et avec les autres. Donc voilà un peu le bout de l'histoire. Mais comment, du coup, quand ça t'est arrivé, quand t'as commencé à ressentir ces choses-là pour cette fille et que t'as senti que c'était pas réciproque, est-ce que déjà c'est elle qui te l'a dit, c'est pas réciproque? Est-ce que vous avez une discussion en vous disant bah non, bah je t'aime, bah non, bah pas moi, ou est-ce que tu l'as ressenti? Il y a eu tout ça dans le même ordre que ce que tu viens de dire. Moi, je l'ai senti parce que j'avais des attentions et des intentions qui n'allaient que dans un sens. Donc forcément, du coup, je me suis rendu compte que je devenais pesant pour elle et que ça devenait malsain pour tout le monde. Donc voilà, la discussion ensuite est arrivée de moi, j'ai dévoilé mes sentiments et elle a mis au clair ce que elle pensait de tout ça. Et puis voilà. Mais c'est fou que... Mais ça a duré sur des années. Mais c'est fou, justement, que ça ait pris une telle intensité, que t'aies ressenti le besoin d'en parler à ta maman, que du coup, au final, t'es par la suite vu une psychologue. Enfin, du coup, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, dans ta tête et non, mais enfin, tu vois, je veux dire, c'est parce que t'avais quel âge, du coup, rappelle-moi? On a quel âge quand on est au collège? Ça dépend. Entre, je sais pas, 12 et 14 ans? Bah ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ça me met une claque, je prends un coup de vieux, mais ouais, c'était à peu près cet âge-là, ouais. Mais du coup, est-ce que tu penses que c'était vraiment de l'amour? Parce que tu sais, on peut même se demander... Après, ouais, l'amour, tout est... Oui. C'était un attachement, du moins. Et ça a duré des années parce qu'elle était très attachée à moi de manière amicale, et moi d'une manière plus forte. Et c'est ce qui a fait que ça s'est éternisé dans le temps et qu'on n'a pas réussi à se lâcher l'un l'autre, quoi. Donc c'est devenu malsain sur la fin. Mais donc ouais, de l'amour. Moi à ce moment-là, je pensais que c'était de l'amour. Okay. En tout cas, c'était un sentiment très fort. Et t'en avais parlé à d'autres copains, amis? Ça a un peu tué mes relations avec mes amis proches. Et donc pourquoi? on en a parlé ensemble plus tard, des années plus tard. Je leur ai expliqué un peu ce que moi j'avais vécu et ce qui avait déteint un peu sur mon comportement.
Parce que je devenais désagréable, je devenais associable, je voulais voir qu'elle, je pensais qu'à elle et du coup, ouais, mon comportement a changé et j'étais moins intéressant pour les autres en fait. Quand t'es omnibulé et on va dire accro à une chose, bah tu penses qu'à ça et le reste passe au second plan quoi. Ok. Et du coup, ça m'a mis ça a pris plusieurs années et je pense que c'est comme tout, une fois qu'on a passé le dur dans une relation, après elle est d'autant plus forte quoi. Maintenant, je suis plus proche de ces amis-là qu'avant. Après, j'étais plus jeune aussi, mais... Est-ce que ça a reconsidéré ta façon d'appréhender les relations amoureuses par la suite ou pas? Je dirais pas directement les relations amoureuses, mais je sais, enfin, je pense que ça a eu des conséquences sur ma manière d'exprimer mes sentiments, que ça soit de manière physique, dans mon comportement, ou même, on va dire à l'oral. Le fait de parler de ses émotions, je pense qu'il y a eu un vrai blocage. Donc le fait de tout simplement prendre le contre-pied, à trop se livrer, maintenant je fais plutôt l'inverse. Donc je garde tout pour moi. Et donc voilà, c'est une des conséquences. J'en ai conscience et j'essaie de travailler là-dessus, mais c'est une chose avec laquelle je vis au quotidien quoi. Parce que tu t'es dit j'ai aimé fort une fille et c'était pas réciproque. Donc du coup, je vais plus me livrer. Ouais, mon subconscient a peut-être pensé un peu comme ça, ouais. OK. Mais je sais pas si on peut parler de trauma, mais c'est un peu cette idée-là, quoi. C'est un peu les pots cassés de ce qui s'est passé avant, quoi. Et toi, t'as eu quoi comme enfance? Très heureuse, beaucoup de chance. Comme je l'ai dit, j'ai grandi avec ma famille, donc j'ai jamais manqué de rien. J'ai même toujours essayé de pouvoir être digne et mériter ce qu'on pouvait m'offrir. Et moi, mon objectif, on va dire, c'est de pouvoir rendre l'appareil et de fonder une famille et pouvoir faire au moins aussi bien que mes parents. Et donc non, dire qu'il y a j'ai jamais manqué d'amour. Mes parents l'ont toujours exprimé et ont toujours fait en sorte que nous on puisse s'exprimer aussi là-dessus. Donc non, c'est juste, c'est un chemin de vie. C'est arrivé comme ça, quoi. C'est pas une conséquence de mon enfance. Ah, moi, j'aime bien connaître un petit peu aussi l'enfance des personnes. Ça permet de comprendre un peu plus le chemin, quoi. Ok. Et du coup, par la suite, donc t'as eu cette expérience amoureuse, et il s'est passé quoi après? Il s'est passé quoi? Il s'est passé que comme on n'arrivait pas à se lâcher, on va dire pas le destin, mais le collège a pris fin, donc chacun fait ses études de son côté. Donc ça a forcé la chose et puis ça a fait beaucoup de bien. Parce que quand c'est malsain, il vaut mieux arrêter la relation. Donc ça s'est arrêté, j'ai rencontré d'autres personnes, on a fait chacun notre bout de vie de notre côté. Et quelques années après, une fois qu'on avait mûri, moi que j'avais pris conscience de tout ça, on a pu en discuter ensemble et il y a pas de rancœur, quoi. Ok. Et au début, tu parlais d'expérience que t'aimes bien maintenant. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir en Suisse? C'est à chaque fois que j'arrive, que je me rends compte que je suis dans une zone de confort où c'est mon train-train quotidien, là j'ai envie d'en changer. Donc là j'arrivais à la fin de mes études supérieures où j'alternais entre Lyon et Grenoble. Donc ça m'allait bien. Une fois que les études sont terminées, je me suis fixé sur Grenoble. Et là, vie à deux avec ma copine dans un appartement, la vie tranquille. Et ça m'a saoulé, quoi. Je voulais voir autre chose. Je voulais sortir, vivre d'autres choses, essayer, ouais. J'ai vraiment du mal à poser des mots sur ça, mais c'est vraiment ma curiosité, quoi. J'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin de vivre des choses, que ce soit d'une manière professionnelle, de manière personnelle. Et donc je sais pas si c'est une crainte de se poser quelque part et de se dire ok, on n'a pas fait le bon choix et des années plus tard se dire ok, j'aurais peut-être dû faire autrement, ou je veux vivre ma vie et essayer. Ça te fait peur de regretter? Je sais pas si c'est le regret directement, mais j'ai pas envie et j'ai peur de perdre mon temps. Il y a tellement de choses que je veux faire, vivre, que on n'a qu'une vie, donc autant la vivre à fond, quoi. Et comme j'ai l'impression au début de ma vie d'avoir pris du temps à me connaître et à savoir ce qui me faisait du bien et mes besoins, je me dis maintenant que je le sais, j'y vais à fond, quoi. T'as quel âge déjà? 25 ans. Donc le début de ma vie était il y a pas très longtemps, mais... Est-ce que tu penses que c'est pas normal et qu'au final c'est plutôt chouette à ton âge d'avoir déjà l'impression de te connaître, parce qu'il y a plein de gens qui, tu vois? Ouais, c'est clair. Ouais. Parce que je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis et au final on est quand même
Enfin, on est assez similaires sur ce point dans le sens où c'est pareil. Moi, j'ai 26 ans, donc au final, on a le même âge. Mais moi, ça a toujours été aussi ma peur de regretter, de perdre mon temps. Et je suis un peu une éternelle insatisfaite, tu vois. Ouais, je suis pareil. J'ai toujours peur. Je me dis merde, en fait, mais en fait, c'est pas que je suis jamais fière ou que je suis jamais satisfaite de ce que j'ai déjà accompli, mais j'ai tendance à oublier. Et c'est vrai que souvent, quand je suis dans un move où je me dis putain, ça bouge pas assez, gna gna gna, souvent j'ai mes potes ou mes parents qui me disent mais Romane, tu te rends compte là? T'as 26 ans, tu te rends compte de tout ce que t'as déjà fait en fait? Donc en fait, calmos quoi, genre ça va bien se passer. Et c'est vrai que je trouve on est un certain nombre à être comme ça, et je pense qu'on oublie aussi souvent que on a déjà accompli pas mal de choses et qu'en fait moi j'ai quand même du mal avec le fait de oui mais t'es jeune encore. Ouais. Tu vois? Je vois. Moi j'ai du mal avec ça parce que oui mais en fait comme tu dis le temps passe vite et donc en fait c'est trouver cet équilibre entre ok oui le temps passe vite c'est vrai mais on a déjà fait plein de choses, donc c'est ok aussi, tout va bien se passer quoi. Puis je pense que quand on a cette passion ou justement cette envie de vivre et de vivre des choses, bon, je me fais pas trop de soucis quoi. Oui, puis il vaut mieux les vivre jeunes, quoi. Oui. Enfin, moi, la génération de mes parents où ça fait 40 ans que tu bosses et tu dis ok, j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant je m'arrête maintenant parce que je sens que j'ai pu pouvoir en profiter pleinement. Bah, je sais pas si c'est générationnel ou non, mais moi je sais que je pense à l'inverse. Et je pense qu'on grandit un peu tous pareil en ne voulant pas refaire les mêmes erreurs que nos parents. Donc moi je prends un peu le contre-pied quoi. J'ai pris le contre-pied dans mes études, dans ma manière de vivre. Voilà. Mais effectivement ce que tu dis, et c'est un peu le but du podcast aussi, c'est que la parole est libératrice pour soi et pour les autres. Et quand on discute avec les autres, avec notre entourage, et on peut prendre conscience de ce qu'on a fait nous-mêmes. Moi c'est pareil, je suis très perfectionniste et éternel insatisfait. Donc j'ai besoin qu'on me dise les choses. Je suis très à l'aise et j'aime, on va dire, faire des compliments pour les autres et leur faire prendre conscience de qui ils sont et de ce qu'ils font. Mais c'est vrai que quand on nous rend l'appareil, ça permet de faire ça fait du bien aussi, quoi. Mais d'ailleurs, parlons-en de ça parce que tu vois, ma mère, par exemple, comment dire, la phrase de le temps passe vite. Oui. Romane. Et ben ça vient d'elle, et c'est-à-dire que maintenant je me la suis appropriée en pensant que ça vient de moi, mais au final c'est vrai que quand j'y repense, je veux dire il y a beaucoup de choses que mes parents ils m'ont rabâché, et au final c'est tellement intégré qu'en fait j'ai l'impression que ça vient de moi et je me construis autour de ça. Donc des fois c'est des choses qui sont très positives et qui nous font vraiment évoluer dans le bon sens, et parfois c'est des à contrario, ça me fait penser, ma mère aussi, bon, maman, on ne le prend pas mal quand tu écouteras ça, mais tu vois, elle a extrêmement peur. Plusieurs fois, elle m'a dit, fais attention quand tu sors le soir, quand tu rentres, gna gna gna. Je veux dire, là, ça me fait encore rire, mais quand j'ai emménagé, quand elle m'a aidé à emménager chez moi, elle m'a laissé une petite bombe au poivre sur mon meuble, elle est partie, elle me l'a même pas dit. Tu vois, c'est parce que elle avait tellement peur que j'habite toute seule ici, perdue au milieu de la forêt. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai grandi là-dessus et qu'en fait, j'ai intégré presque cette peur, la peur, ouais, de sortir toute seule et de machin et en fait, bah ouais, on se construit là-dessus, et je trouve que c'est d'un côté, bah par exemple, faut pas avoir de regrets, Romane, la vie est courte, gna gna gna, c'est cool. Du coup, quelque part, je me dis c'est quelque chose de positif, donc bon, tu vois. Mais par exemple, je sais qu'il y a plein de fois où je me suis peut-être un peu pas forcément autorisée ou par peur de faire des trucs parce que justement, bah ouais, j'étais jeune, que j'avais peur des garçons, des hommes, ce qui est en même temps une réalité. On vit comme dans un monde, effectivement, mais tu vois, il y a deux poids, deux mesures. Oui. C'est aussi le rôle des mamans et des parents de protéger, peut-être pas de surprotéger, mais ça fait partie du rôle aussi, quoi. Mais ouais, ce que tu dis sur ces habitudes, c'est vraiment ce qu'on appelle des croyances, et c'est les choses qui sont les plus ancrées en nous. Et on va dire que chaque individu, chaque personne a ses propres croyances, et c'est pour ça que chacun a son paradigme et que chacun voit le monde d'une manière différente. Et c'est les choses les plus dures
à modifier parce qu'une croyance, on a grandi dessus, on nous l'a rabâché, on a passé des années à y croire. Et se débarrasser d'une croyance ou la modifier, c'est un travail qui demande énormément d'énergie. Et comme l'humain est comment on pourrait dire ça, une créature, un animal qui est censé être équilibré, chaque croyance qu'on essaie de détruire ou de modifier, on doit mettre autant d'énergie que ce qu'il a créé, ce qu'il a mis pour la créer, pour pouvoir la modifier, quoi. Mais pour pouvoir faire ça, il faut se connaître. Donc. Et puis, il faut en avoir conscience. C'est ça. Mais c'est un travail, ouais. Le bout de l'apprentissage, c'est quoi? Non, je ne sais pas. Je sais que je ne sais pas. Je sais comment je peux comprendre et ensuite j'ai compris. En gros, c'est en 4 étapes. Mais la première chose, le premier engrenage, c'est prendre conscience de ce qui te manque ou de ce qui va pas. Donc c'est pour ça que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de monde à faire de l'introspection. Ah ouais. Mais c'est de plus en plus. On parle de plus en plus de neurosciences, de dépression, la maladie du siècle. Le Covid est passé par là, donc ça a pas mal fait bouger les choses, mais... Faites de l'introspection. Si vous voulez retenir une chose de ce podcast. Non, mais c'est vrai que c'est ultra intéressant. On apprend tellement sur nous. Et puis, au-delà du fait qu'on en apprend beaucoup sur nous, c'est qu'on apprend beaucoup sur les autres et qu'on arrive beaucoup plus à comprendre les autres. Oui. Et je trouve aussi que c'est d'ailleurs quelque chose qui manque aujourd'hui dans notre chère société. C'est que, les gens sont tellement auto-centrés et en fait égoïste quelque part dans le mauvais sens, parce que attention, être égoïste c'est très bien, mais c'est qu'en fait ça devient compliqué de gérer en fait comment on appelle ça, les interactions qu'on peut avoir avec les autres, que ce soit dans le milieu professionnel. C'est souvent d'ailleurs dans le milieu professionnel que ça coince, parce qu'en général les personnes dans le privé on peut les choisir quand même, ça dépend. Mais, en général, on peut plus facilement être sélectif. Dans le pro, c'est plus difficile. Quand t'as des collègues, tu dois bosser avec. Sinon tu te casses. Grosso modo, c'est un peu ça. C'est un peu ça, oui. Mais c'est vrai que je trouve que l'introspection et que justement tout le milieu du développement personnel, même si j'aime pas trop ce mot parce qu'il est ultra connoté aujourd'hui, mais nous apprend et en fait c'est ce qui manque, et c'est tellement important parce que le nombre, je sais pas toi, tu vas nous dire après, mais de situations professionnelles où j'ai dû faire face, où j'ai eu des problèmes de management en étant salarié, mais en vrai c'est presque quasiment dans toutes les boîtes où j'ai bossé, et c'est un truc de dingue. Et en fait tu te rends compte qu'il y a toujours un problème, en fait. C'est presque systématique. Et moi ça m'a fait me dire, mais en fait mais le salariat c'est pas pour moi, les gars. J'en ai trop marre, en fait. C'est pas possible. Oui, je partage à fond. C'est vrai que j'ai eu des expériences aussi professionnelles. Il y a 2 choses. C'est que déjà, j'ai grandi avec des parents qui avaient leur propre entreprise. Donc, j'ai grandi à la fois sur la partie gestion d'entreprise à la maison, les discussions le soir, et à travailler les étés pour mes parents. Et du coup, j'ai toujours eu les doubles discours. C'est-à-dire le discours du chef d'entreprise et des salariés avec qui je travaillais au quotidien. Donc, j'ai grandi dans ce monde un peu dissonant, et jamais rien n'est assez bien. Et tout le monde fait des erreurs, et c'est toujours de la faute de l'autre. Donc ça m'a un peu matrixé. Et en grandissant et en faisant mes études supérieures, je me suis persuadé que les autres c'était tous des cons, et que il y a que moi qui était capable de comprendre comment fallait gérer les choses, et que voilà. Donc très égoïste et très maladroit. Donc je voulais être capable de créer mon entreprise. Donc j'ai fait des études pour ça. Et je me suis rendu compte en rencontrant les bonnes personnes, les bons managers, qu'il y avait des gens tout aussi bien et tout aussi bons, meilleurs que ce que je pourrais devenir, qui existent et qui, on va dire, qui redonnent foi en l'humanité et dans le monde professionnel, quoi. Mais c'est un truc qui me bouffe énormément d'énergie, la connerie humaine. Comme je le disais, j'aime comprendre les choses et je suis très curieux. Et tant que j'arrive pas à mettre le doigt sur comment ça fonctionne, ça me matrixe un peu, quoi. Donc c'est très compliqué. Et du coup, c'est ultra intéressant. Qu'est-ce qu'ils te disaient tes parents en étant ou ta famille qui était justement entrepreneur? Qu'est-ce que tu disais? Tu sais que t'avais du coup les deux. Qu'est-ce qu'ils disaient de leurs salariés? Ouais. Enfin, pas qu'est-ce qu'ils disaient de leurs salariés, mais plutôt justement ça serait intéressant d'avoir la vision justement d'un patron qui a une boîte par rapport au management, justement. Qu'est-ce qu'il disait lui de ça? C'était compliqué? C'était facile?
Moi, ce que j'ai retenu de ça, c'est que le plus dur dans la construction et la gestion d'une entreprise, c'est l'humain. Parce que l'humain, c'est la seule variable qui est variable. Le reste, on peut mettre des chiffres, on peut faire des tableaux, des prévisions. L'humain, il peut être malade, il peut être dérangé psychologiquement, il a une vie de famille, il a des urgences, donc il faut composer avec ça. Donc, plus t'as d'humains, plus t'as de variables, et plus c'est compliqué. Et puis, ouais, les objectifs d'un patron sont pas les mêmes que le salarié. Et puis, en général, ils ont chacun une vision différente. C'est comme chaque être humain, chacun a son paradigme, chacun voit midi à sa porte, et tout le monde vient pas travailler pour les mêmes choses. Mais du coup, est-ce qu'ils avaient l'impression d'être de bons patrons? Ils essayaient de l'être, en tout cas. Pour eux, ils faisaient du mieux qu'ils pouvaient. Et puis voilà. Moi, mon père, au fil des années, s'est rendu compte qu'il était pas manager, pas fait pour être patron. C'est un très bon technicien, il est très très bon dans son domaine, et techniquement, il est très fort, mais il n'est pas fait pour manager des gens. Et du coup, il a fait quoi quand il s'est rendu compte de ça? Il a fait une formation pour être meilleur ou il a arrêté? Alors déjà, il s'est rendu compte de ça quand, malheureusement, après avoir vendu sa première entreprise, il a essayé plusieurs fois, il a essuyé les échecs, donc il a coulé plusieurs entreprises. Donc on va dire qu'il a, malgré lui, compris par la force que c'était pas fait pour lui, qu'il fallait qu'il fasse autre chose. Donc ça a eu des conséquences, hein, dépression, on s'est rendu compte que voilà, ça a forcé aussi à l'introspection, hein. C'est que comme chaque comment on pourrait dire ça, chaque choc, chaque trauma te fait rebondir ou t'enfonce un peu plus. Donc lui, heureusement, il a rebondi. Mais bon voilà, aujourd'hui il a plus sa propre entreprise et il a moins de gens à gérer. Il est plus sur la technique. Et ma mère, elle, aujourd'hui, et ça fait quoi? Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'elle a son entreprise, et maintenant elle veut la vendre. Parce que, comme on disait au début, elle veut pouvoir profiter de l'énergie qui lui reste, quoi. Mais ce qui l'a fait arrêter, c'est la gestion de l'humain. Et t'avais quel âge quand, je veux dire, t'étais encore chez tes parents quand tes parents, enfin ton père en l'occurrence, a eu ses premières complications avec son entreprise? T'étais encore là-bas? Oui. Et du coup, c'est comment pour un ado de gérer ça? Ça peut déchirer une famille. Nous, on a eu la chance que ma mère ait la tête sur les épaules, elle a réussi à reprendre toute la charge et faire en sorte que c'était un peu le ciment de la famille pendant la dépression de mon père après ces épisodes-là. Donc il a vraiment fait une dépression? Ouais, dépression, obligé. On s'est rendu compte en plus que il était bipolaire, donc ça expliquait beaucoup de choses sur son comportement. Donc il s'est fait interner pendant un temps, et ce trauma-là a fait qu'il a perdu une part de lui-même qu'il retrouvera jamais. Et ma mère a réussi à nous garder soudés dans la famille, mais effectivement, moi j'avais c'était quoi? C'était la fin du lycée, début des études supérieures, donc 18-19 ans. J'ai un grand frère qui a 3 ans de plus, 2 petites sœurs qui sont plus jeunes. Donc on l'a tous vécu d'une manière différente. On l'a tous eu, ça a tous eu des conséquences sur nos relations entre nous. Et aujourd'hui, on arrive à en parler, mais c'est récent. Mais ça fait quasi une dizaine d'années maintenant, quoi. Mais sans notre mère, déjà mon père, je sais pas comment il aurait fait pour remonter la pente. Et nous, je pense qu'on se serait éclaté, quoi. Moi, à ce moment-là, je voulais plus voir mon père, je voulais quitter ma famille et aller vivre ailleurs. Mais voilà, face à la peur, je voulais prendre la fuite. Et ma mère a dit non, on reste ensemble, et puis voilà, quoi. C'est une femme forte, hein? Ouais, justement, donc merci maman, mais effectivement, elle le paye maintenant, quoi. Ouais. Ça, je pense que ça lui a un peu fait perdre de l'énergie, des points de vie, donc nous, on lui a fait comprendre que voilà, fallait qu'elle arrête maintenant aussi et qu'elle profite, quoi. Ok. Et du coup, vous en avez reparlé, mais beaucoup, beaucoup plus tard, quoi. Moi, j'en parlais avec ma mère parce que j'avais déjà ce lien-là de par ce qui s'était passé avant quand j'étais plus jeune. Donc, j'allais déjà voir une psychologue, ma mère aussi. Donc, on avait déjà cette affinité-là. C'était pas tabou dans la famille d'aller voir des psys? Non, pas pour nous deux. Ok. Pour mes sœurs qui étaient plus jeunes, c'est-à-dire qu'elles comprenaient pas tout. Elles ont pas vraiment vécu la chose comme mon frère et moi, elles comprenaient pas tout ce qui se passait.
Mon frère, lui, n'en a jamais parlé. C'est une discussion que je sais pas si on aura jamais, mais lui, ça lui a aussi fait un peu déconner sur ses études. Et lui, pour le coup, un peu fierté mal placée. Il a jamais fait l'introspection et parlé avec des gens, quoi. Et il en souffre, sans vouloir parler en son nom, mais t'as l'impression quand même que... Il en a souffert. Aujourd'hui, je pense qu'il en souffre moins parce qu'il a rencontré une femme qui l'a fait changer, sortir de sa zone de confort. Parce qu'il a bien voulu aussi sortir de sa zone de confort. Ouais, mais parce qu'il est tombé sur la bonne personne. Hmm. Et puis voilà, chacun fait ça d'une manière différente. Donc ouais, Ok. faudrait qu'on en parle avec mes petites sœurs et mon frère. Tu voudrais, toi? Ouais, moi je serais prêt à le faire. Même avec mon père, j'ai jamais parlé de ça directement avec mon père parce que c'est un sujet difficile. Hmm. Mais tu sens quand même que ça serait possible d'en parler? Ou il est complètement fermé? Avec mon père? Ouais. C'est une bonne question. J'ai jamais eu de discussion profonde avec mon père. Et comme lui, ça le touche directement et que, ouais, je sais pas. Je vais pas parler en son nom et imaginer des choses parce que c'est pas lui. Mais ouais, faudrait qu'on en discute. Tu sais, je peux pas m'empêcher forcément de faire le parallèle aussi avec ce que j'ai vécu parce que, tu vois, par exemple, pareil, j'ai eu une enfance très compliquée. Le divorce de mes parents, ils se sont littéralement déchirés. Nous, dans la famille, il y a moi et en termes de frères et sœurs, on est deux, hein. Il y a moi et mon frère, du coup, mais et je sais que voilà, j'ai eu la chance d'avoir un père qui était très et qui l'est toujours, hein, ouvert sur le dialogue, etc. Donc on en a beaucoup parlé, on en parle moins maintenant parce que maintenant on a crevé l'abcès, on a parlé en long et en travers, donc si tu veux, voilà. Maintenant, je sais qu'avec ma mère, c'est beaucoup plus compliqué parce que voilà, elle a énormément de culpabilité. Elle culpabilise énormément et en fait, justement, voilà, je sais pas que parler en son nom que de dire ça parce qu'on en a déjà parlé, elle me l'a dit elle-même et je reprends ses mots. Voilà, elle m'a dit des fois on fait des choses qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir faire un jour, mais on les fait quand même parce que les circonstances, le contexte, les émotions, enfin tout un tas de choses fait qu'en fait tu fais des trucs et tu te rends pas forcément compte des conséquences sur le moment. Et après, forcément, tu te prends tout dans la tronche. Et je sais que, ouais. Et moi, plusieurs fois, tu vois, moi et mon frère, on a essayé d'en parler avec notre mère, on aimerait en parler avec elle. Mais on sent que c'est très compliqué pour elle, parce que justement, elle culpabilise beaucoup et je pense que ça remue énormément de choses, tu vois. Et mais au final, là où je veux en venir, c'est que moi, par exemple, donc je parlerai pas de mon frère parce que je sais pas vraiment, mais je sais que moi j'ai fait beaucoup de travail sur moi et qu'en fait, le fait aussi d'en avoir beaucoup parlé avec mon père, et ça c'est une chance, d'en avoir un des deux avec qui tu peux quand même parler, c'est qu'aujourd'hui j'ai accepté et j'ai réussi à pardonner. Donc c'est-à-dire que maintenant j'ai réussi à intégrer le fait que les choses appartiennent au passé et qu'elles sont vraiment en fait voilà, ça s'est passé, c'est comme ça, mais ça n'entache en rien sur notre vie de famille, quoi. Et en fait maintenant j'arrive à avoir une relation tout à fait saine avec ma mère, avec mon père, et c'est ok. Et je veux dire, si ma mère n'a jamais l'envie ou ne réussit pas à en parler avant que elle décède, c'est pas grave. Tant pis. Toi, t'as fait la paix avec ça, quoi. J'ai complètement fait la paix avec ça. J'ai complètement fait la paix et en fait, j'étais arrivée à un stade où j'étais obligée, je pense, de faire la paix avec ça parce qu'il fallait que j'avance et que... Enfin, moi, en tout cas, c'était mon besoin, mon ressenti. Après, il y a peut-être des gens qui n'en ressentent absolument pas le besoin et qui arrivent à vivre avec des traumas et des fardeaux pas possibles. J'avoue que j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à l'imaginer aussi, ouais. Voilà. Donc, toutes les personnes, justement, c'est un peu pour moi une façon aussi de se mentir à soi-même et parce que, voilà, on vit tous des choses compliquées, plus ou moins, mais en tout cas, on en vit tous. Et honnêtement, moi, je sais que si j'avais pas bossé là-dessus et que si j'avais pas justement fait la paix avec tout ça, je serais
j'en serais pas là aujourd'hui. Et j'en serais pas là aujourd'hui et mes relations, que ce soit amoureuses, amicales, professionnelles, ne seraient pas du tout les mêmes. Et ça m'a permis, en fait, justement en fait, d'être complètement, d'être de plus en plus alignée avec moi-même et surtout d'avoir des relations beaucoup plus saines. C'est un travail de tous les jours parce que, encore une fois, c'est tellement des choses compliquées aussi qu'on a traversées que, tu vois, c'est un travail vraiment de tous les jours, inconscient ou consciemment, quoi, tu vois. C'est guéri, mais c'est toujours là. C'est toujours là. Mais pour moi, c'est pour ça que je te demandais par rapport à ton père, à ta mère, parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément la chance, d'ailleurs, d'avoir encore ses parents ou Oui, tu vois, clair. de pouvoir en discuter mais en fait, on en revient toujours au même, hein. C'est un peu aussi, le Oui, podcast en lui-même, il c'est faut que parler. la parole libère, mais et en fait, il faut pas avoir peur, quoi. Il faut pas avoir peur et tu vois, la vie est trop courte, tu vois. Moi, j'entends des trucs, des fois, des personnes qui me disent, bah ouais, mais peut-être qu'en fait, j'aimerais dire ça à mon père ou j'aimerais dire ça à ma mère. Et en fait, je lui dirai peut-être jamais, ou peut-être la seule fois où j'aurai le courage de lui dire, c'est quand il sera sur son Ouais. lit de mort. Ce sera trop tard, quoi. Mais alors, il y a aucun jugement de ma part, hein, encore une fois. Mais prenez conscience, en fait. Et puis, la parole, c'est pas forcément avec la personne concernée. Bah oui, Tu peux, bien sûr. et la parole, tu peux parler avec une personne sans imaginer qu'elle répondra à tes questions. Mm. C'est juste le fait de se libérer d'un poids. Il n'y a pas besoin d'aller voir un coach, d'aller voir un psy. Juste tu parles avec un ami d'un sujet qui te tient à cœur et tu te sens soulagé, quoi. Et tu vas pas chercher la meilleure personne pour répondre aux questions. Les réponses, tu les trouveras peut-être tout seul aussi, quoi. Mm. Et moi, typiquement, je n'ai jamais parlé avec mon père de ce sujet-là. J'en ai voulu et ça m'a marqué quand j'étais jeune. Mais j'ai parlé avec une psy, j'ai parlé avec ma mère. Et aujourd'hui, j'ai pas besoin de ça. C'est pas une énergie qu'il faut que je mette à discuter avec mon père parce que j'ai guéri de ça et c'est pas un sujet avec lui, quoi. Mm. On peut l'extérioriser de plein de manières différentes. Ouais, c'est clair. Et moi, il y a une phrase qui me marque beaucoup ces dernières années. Et c'est un peu l'instant philo, mais c'est Socrate qui disait: connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les hommes. Pour moi, il y a rien de plus vrai. On est des êtres sociaux, donc on n'est pas fait pour vivre tout seul. Et si tu connais pas ton fonctionnement, tu ne peux pas avoir des bonnes interactions avec les autres. Et que ça soit être amoureux, c'est deux personnes. Il y a le moi, il y a le toi, il y a le nous, et ça marche pas si chacun de son côté ça fonctionne pas, par exemple. Et c'est pareil dans un monde pro, et puis voilà, quoi. C'est tellement vrai. Et puis il a dit ça il y a longtemps, mais voilà, il était pas dans le faux, quoi. Ah, tu vois, ouais, non, mais de toute façon, c'est clair et net. Et qu'est-ce que tu penses, justement, est-ce que pour toi, il faut, avant d'être avec quelqu'un, en couple, hein, Mhm. est-ce que selon toi, il faut se connaître à 100% et être en paix, être hyper aligné, gna 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 gna, avant de pouvoir se mettre avec quelqu'un? Il y a juste un truc qui me fait tiquer, c'est pour moi, on ne se connaîtra jamais à 100%. On peut connaître nos besoins, connaître nos envies, savoir ce qui nous fait vibrer, mais on évolue et on changera tout le temps. Par contre, la seule chose qui reste stable, c'est qu'il faut qu'on apprenne à s'écouter. Et parce que la vie bouge, les gens bougent, donc on se connaîtra jamais parfaitement. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Je sais qu'il y a toujours des parts de moi que je connaîtrai pas, et puis je peux vivre avec, et c'est comme ça, quoi. C'est ok. Mais effectivement, moi, sur la question de l'amour, je pense qu'on ne peut pas être heureux à deux si on n'est pas heureux tout seul. Et ça revient le moi plus toi, ça fait nous. Mais par contre, en revanche, avoir une relation profonde avec quelqu'un, ça peut permettre de découvrir justement des nouvelles parties de soi. Mhm. Parce que ça débloque quelque chose, c'est des choses qu'on ne peut pas vivre tout seul, on doit les vivre à deux, donc ça permet de mieux se connaître. Mais il faut quand même se connaître soi avant de pouvoir rencontrer quelqu'un, quoi. Et être heureux avec soi-même, ça veut dire quoi pour toi? C'est une bonne question. J'ai pas encore la réponse. C'est pour ça que j'expérimente, je suis très curieux, j'essaie de faire plein de trucs. Ouais, mais t'es en couple aujourd'hui, à l'heure actuelle. Ouais. Donc du coup, de ce fait, t'es censé être heureux avec toi-même. Si t'es avec quelqu'un.
Si on... Ouais, j'essaye. Après, moi, là, ouais. Mon couple, on va dire, bat un peu de l'aile en ce moment, donc c'est un petit peu compliqué. Une relation à distance, et euh, ça n'arrange pas les choses. Mais je sais pas si le couple, on va dire, est en péril parce que moi, je suis en évolution et du coup, je sais pas ce qu'il me faut aujourd'hui. Je sais qu'il faut que je trouve, et ça, c'est pour ça que je suis là. Je sais pas si c'est ça, si c'est ma copine qui vit aussi quelque chose. Est-ce que c'est le couple, c'est le nous tous les deux qui va pas? Je sais pas. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je suis pas heureux à 100%. Il me manque quelque chose, donc je le cherche tous les jours. J'essaye des trucs, et quand je trouverai, je te redirai. Mhm. Donc Putain, je voulais finir là-dessus, mais je peux pas m'empêcher de rebondir, tu vois. Vas-y. Non mais donc, ce truc que t'as l'impression qu'il te manque, tu penses que c'est quoi? C'est un accomplissement professionnel, un accomplissement personnel? Tu penses que c'est quelque chose que tu vas peut-être pouvoir trouver en voyageant, en... C'est horrible ce que je veux dire, mais peut-être en quittant ta copine, enfin je sais pas, tu vois, c'est... Je sais pas du tout. La seule chose, c'est que jusqu'ici, à chaque fois que je faisais face à un problème ou à une situation où je voulais en changer, j'ai toujours pris les décisions extrêmes. Parce que j'ai pas envie de passer des années, des heures ou des années à peser le pour et le contre. Donc je tranche et je verrai bien ce qui se passe. Donc quand on vit à deux, c'est compliqué parce que la décision qu'on prend, ça a un impact sur l'autre directement. Donc ça force si on veut bien faire les choses, de communiquer. Le secret d'un couple pour moi, c'est la communication, et pour pouvoir prendre la décision. Mais aujourd'hui, je sais pas ce qui pêche. Je travaille dessus, et, et je pense que moi j'ai besoin d'être dans une zone d'inconfort pour aller grappiller à droite à gauche, trouver ce qu'il me faut. Il y en a, ils ont besoin au contraire d'un cocon familial, d'un endroit sécurisé pour pouvoir se livrer et trouver ce qui va pas. Moi je suis de l'autre équipe, quoi. Mais du coup, tu dis beaucoup je ou tu. Enfin, je du coup en l'occurrence. Mais au final, est-ce que vous en parlez? Vous en parlez avec justement ta copine Ouais. de tout ça? Enfin, du fait que toi, t'as l'impression que t'es pas complètement heureux, épanoui. On en a conscience et on a mis des mots dessus avant que moi je décide de venir vivre ici. Et on s'est mis d'accord sur le fait que on a des envies pour l'avenir et des besoins qui sont différents, mais que on s'aime, la relation elle est installée depuis plusieurs années, on s'aime et on a envie de continuer à voir ce qui peut se passer derrière. Mais on sait que ça ne va pas, on en a conscience tous les deux, on en parle, et on va dire qu'on fait pas les autruches, mais quand on est attaché à une personne, on veut pas la quitter du jour au lendemain, quoi. Donc moi je continue à explorer, et on continue à communiquer le plus possible, quoi. Oui, mais ça va pas parce que c'est quelque chose qui est extérieur à la relation de couple. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que si vous en parlez tous les deux, qu'il n'y a aucun tabou par rapport à ça, que vous vous aimez, que vous avez l'impression que la relation est saine, etc. Parce que ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, quand t'es en couple avec quelqu'un, que ça va pas, si on met vraiment le terme générique, ça va pas. Ouais, Mon couple bat de l'aile. ouais. Voilà, je reprends tes mots, ok? C'est qu'en fait, ça peut battre de l'aile, mais pour 1 milliard de raisons différentes. Clairement, ouais. On est ok? Et parfois, ça va pas, mais c'est pas parce que le couple en lui-même ne va pas. C'est parce que parfois, il y a une personne du couple qui est pas heureux parce que dans sa vie professionnelle, ça merde, et que du coup, forcément, ça impacte sur le couple, mais du coup ça veut pas pour autant dire que le couple va s'arrêter, parce qu'en fait ça n'a rien à voir avec le couple. Ouais, ça peut être passager. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et Ouais, non, alors personnellement, je pense que ça vient de moi, et je pense que ouais, je sais pas. C'est-à-dire, je sais pas si c'est égoïste ou pas, mais je préfère me dire que c'est moi parce que c'est plus facile de travailler sur moi que d'essayer de comprendre l'autre. C'est là où tout le sens de la communication, et quand les sentiments s'en mêlent, c'est très compliqué. Mais pour moi, je suis toujours dans cette dynamique d'exploration de moi-même. Et donc, je sens qu'il me manque une brique, qu'il me manque un truc pour être aligné. Donc, je pense que c'est plus ça qui pêche.
et que ça déteint sur la relation. Mais Oui, mais ça, c'est OK. Elle t'empêche pas d'aller... non, bah non. Donc, du Non, coup... autrement on serait séparés le jour où j'avais décidé Oui, de voilà. quitter la France et de venir vivre Et toi, ici, c'est quoi. pas un poids pour toi, De la vivre ici, relation, ton couple, ta copine. j'ai plus l'impression d'être un poids pour moi-même. Et du coup, de culpabiliser du fait d'avoir d'avoir un impact négatif sur nous deux. Parce que j'ai horreur du conflit et j'aime pas, j'ai ce syndrome, ce biais de faire plaisir aux autres avant soi-même. Et donc, c'est un peu contre-productif. Mais elle te rassure en te disant bah non, t'inquiète pas, c'est pas toi, y a aucun problème, vas-y, va à la recherche de Non. de ton alignement. Oui, elle me rassure, elle comprend mes besoins, et c'est pour ça qu'elle a accepté que je parte. Mais on va dire que ça permet pas de, comment on pourrait dire ça, de répondre à nos besoins de vie de couple. On a tous les deux besoin de vivre avec quelqu'un et de vivre notre relation pleinement. Mais en parallèle de ça, on a des besoins qui sont différents, notamment sur le plan professionnel. Donc ça fait que tout ne s'aligne pas aujourd'hui. Mais on se persuade que ça va s'aligner plus tard. Donc on est dans l'attente de ça. Ok. Donc vous attendez un truc que vous n'êtes pas sûr d'avoir. Non, mais c'est ça aussi la vie, hein. Oui. On sait pas ce qui se passera demain, quoi. Non, mais j'essaie de comprendre. Ouais, non, c'est clair. Bah voilà, moi je travaille sur moi et Parce qu'en fait, peu importe, c'est même pas vraiment la question, mais en fait, je pense que dans n'importe quelle relation, comme encore une fois, qu'elle soit amoureuse, amicale ou autre, même quand on est tout seul, en fait, l'essentiel, c'est de se demander est-ce qu'on est quand même épanoui à ce moment-là. Est-ce que ce qu'on traverse comme difficulté, qu'elle soit plus ou moins grande, hein, on est d'accord, mais est-ce que vraiment ça nous handicape et ça nous bouffe la vie littéralement, ou est-ce que voilà, c'est surmontable et puis on sait que c'est passager et que ça va aller, quoi. Et je trouve que c'est ça aussi qui est compliqué dans les relations, c'est que et là où je reprends tes mots, toute l'importance de cette fameuse communication, c'est que justement, quand on traverse des difficultés personnelles et que ça va venir interférer dans notre vie de couple, c'est là où tu te rends compte si le couple tient vraiment et si t'es fait aussi pour être avec cette personne-là, parce que tu vois, la communication c'est bien beau, mais il y a des fois il y en a un qui veut essayer de communiquer, mais l'autre en fait est pas du tout réceptif à ça. Ouais. Et des fois t'es en galère émotionnellement, professionnellement, ce que tu veux, bon bref. Et tu sais pas comment gérer. Donc déjà, t'es perdu toi-même, parce que c'est un truc, c'est genre un tsunami qui t'arrive sur la tronche et tu te dis, mon Dieu, mais comment je vais faire? Et puis après, t'as toutes tes croyances qui arrivent au grand galop en disant, coucou! m'oublie pas. Hey! Tu vois? Et du coup, t'es là, oh my god! Et en fait, quand en face, tu veux discuter, mais que tu sens que c'est compliqué parce que, soit la personne n'est pas très démonstrative ou est pas beaucoup dans la com, ou alors qu'elle a aussi ses croyances et que bon bref, tu vois, c'est tellement compliqué. C'est pas facile l'humain. Mais non. Et c'est là où je vais rebondir sur un autre truc. Vas-y, je t'écoute. C'est que je trouve que justement, les relations, surtout amoureuses, sont le meilleur exercice pour te faire avancer, parce qu'en fait, elles te permettent souvent de faire ressortir toutes les choses très désagréables de ton passé ou de ta vie, de ta personnalité, enfin bref, des choses pas cool auxquelles tu serais pas confronté quand t'es tout seul, parce qu'en général, quand t'es tout seul, on a beau se dire ouais, j'adore sortir de ma zone de confort, mais on le fait quand même pas non plus tout le temps, ou en tout cas on y va, mais faut pas que ce soit trop désagréable non plus. Oui. Et là, quand t'es en couple, souvent, ça arrive quoi, très souvent. Et en fait, on n'est pas tous prêts à ça. Et en fait, tout le monde est pas du tout au courant. Et tout le monde n'a pas complètement conscience que quand tu te mets avec quelqu'un, tu vas avoir ce genre de truc. Tu vois, ce genre de galère. Parce que clairement, quand ça t'arrive et que t'arrives à ces moments où c'est compliqué, soit effectivement, t'en as un qui fait l'autruche. Non, tout va bien, t'inquiète, pas de soucis. Allez, bisous. Tu vois? Ou alors... Non, mais oui, ok, ça va pas. Alors attends, vas-y, viens. Alors attends, vas-y, on en parle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se pousse? Vas-y, raconte. Non, c'est clair que c'est des expériences qu'il faut vivre. Hein. Et les sentiments, c'est ce qui complique les choses, mais c'est ce qui fait aussi que la leçon est mieux retenue et ce qui nous fait grandir le plus, quoi. Ce qu'on retient le mieux, notre cerveau capte mieux les informations quand elles sont liées à des sentiments, à des émotions.
Donc ce qui nous forme le plus, c'est ça, c'est les joies, c'est les peurs, c'est les échecs, mais le problème du cerveau aussi, c'est que ce qui lui fait peur par son instinct primitif, il va essayer de prendre la fuite parce que c'est ancré en nous, c'est comme ça, on est câblé pour réagir comme ça. Donc on n'est pas tous prêts à communiquer, pas tous de la même manière, pas tous au même moment. Mais je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je pense qu'on peut aussi, quand ça va pas dans un couple, on n'est pas obligé d'en parler non plus qu'avec la personne concernée. On peut en parler avec d'autres personnes. Et ça permet en discutant soi-même, se rendre compte de ce qui va pas chez nous, ce qui va pas dans le couple, et d'avancer là-dessus, quoi. Ah bah complètement. Mais il faut quand même en parler avec la personne concernée à un moment. Bah bien sûr. Parce que c'est une vie à deux, quoi. Bah puis après, tout dépend aussi, je pense, de ce qui pose problématique à cet instant T. Parce que effectivement, moi je sais que systématiquement, très souvent quand je suis en couple et que je peux avoir des difficultés, rencontrer des problèmes conflictuels, je vais très souvent en parler à des copines, pas beaucoup, mais en tout cas je vais en discuter. Et ça permet aussi d'avoir un autre angle de vue. Et c'est vrai, des fois, ça permet d'avoir un avis extérieur en nous disant, bah, alors, attends, Roman, ok. Alors, attends. Est-ce que, du coup, il aurait pas plutôt voulu dire ça comme ça? Est-ce que, non, enfin, tu vois, des fois, ça permet aussi un petit peu de... Ça permet de reprendre les choses à froid, quoi, déjà. Voilà. Et après, tu te dis, ouais, alors, c'est vrai que t'as raison, j'avais pas forcément vu le truc comme ça. Alors, attends, du coup, ok. Bon, après, ça va pour autant dire que ça règle le problème de fond, parce que bon, des fois, effectivement, c'est des broutilles, des fois, c'est des trucs un peu plus complexes. Effectivement, après, il faut quand même en parler. Moi, je sais que j'ai du mal à parler à chaud. Mais quand je dis à chaud, c'est vraiment sur l'instant T. Mais par contre, il va falloir que j'en discute dans les heures qui arrivent quand même, ou le lendemain. En fait, si ça traîne, souvent, c'est comme ça d'ailleurs que ça crée, que ça fout la merde, hein. Parce que je veux dire, plus on attend, en se disant ouais, c'est pas grave, ou alors en disant, alors ça c'est pareil, c'est un truc ça. Non mais t'inquiète, l'autre il a compris, il va forcément comprendre de lui-même, mais c'est évident. Enfin, je veux dire, attends, tu vois. C'est faux. Mais ça c'est faux. Je veux dire, arrêtez s'il vous plaît de penser que l'autre lit dans vos pensées. Ça n'existe pas. On n'est pas tous mentalistes, ça fait partie, c'est une petite catégorie de la population, ok? Donc en fait, moi c'est pareil, c'est vraiment un truc où j'ai arrêté de me dire, non mais c'est tellement évident. Je veux dire, mon corps parle de lui-même, ma tête parle d'elle-même. Donc en fait, il va forcément voir que ça va pas. Bah non. Non. On n'est vraiment pas tous égaux là-dessus, quoi, tu vois. Donc en fait, si t'as un truc qui va pas, bah tu vas en discuter. Et même si c'est pour des trucs à la con, on s'en fout. Et moi, je me dis, bah si l'autre en face, il est pas capable, en fait, de recevoir ce que t'as à dire et d'entendre ce que t'as à dire, alors bah j'ai presque envie de dire, bah c'est ciao, quoi. Ouais, ce que j'allais dire, tu vois, en fait, c'est que c'est pas forcément quelqu'un qui est fait pour toi dans le sens où qui est à l'écoute. Enfin, voilà, je veux dire, en fait, c'est un équilibre constant. Tu vois, c'est toujours essayer d'être dans le juste, mais pour ça, bah ouais, il faut en discuter et il faut essayer toujours de se rapprocher. Tu vois, pour moi, je le vois un peu justement, bah comme une ligne, tu vois, qui serait l'horizon. Et en fait, d'être toujours au plus proche de cet horizon-là, tu vois, ou comme une autre image, comme quand j'accorde ma guitare, tu vois. D'accord, ok. Pour les musiciens, ok. Quand t'as ton petit accordeur là, mettons avec les applications qui vont bien sur le téléphone, Ouais, je vois. voilà, et que tu accordes, en général, tu essayes au plus proche d'être à la bonne note. Oui, c'est mieux. Si tu veux que ça sonne bien, ouais, c'est pour mieux. que ça sonne bien. Bah, le couple, c'est pareil. Pour que ça sonne bien, il faut s'accorder au mieux. Ouais. Et pour ça, l'accordeur, pour moi, c'est le dialogue. C'est tout un tas de choses qui va faire qu'on va être raccord. Et le mieux, c'est de pas s'éloigner de trop de cette, sinon ça devient une mauvaise note. C'est faux, ça sonne faux, c'est dégueulasse, on n'aime pas. Ah, ça fait mal aux oreilles. Et l'accord des pètes, et puis voilà. Et voilà. Ouais, non, après, faut pas non plus tomber dans les extrêmes. C'est que non, évidemment. Tu peux ne pas être réceptif sur un moment T. Après, si ça s'éternise sur le long terme, c'est effectivement que la communication ne passera jamais, quoi. Évidemment. Mais on est d'accord. L'image me parle bien, ouais, le fait de péter la corde si tu t'écartes trop. Voilà.
Tu vois, je l'ai trouvé comme ça. Hein. Ouais. Je l'ai jamais sorti de ma vie. Hein. Mais tu vois, je sais pas, je t'ai C'est le inspiré. pouvoir de la communication. Exactement. C'est marrant. Ok. T'as d'autres choses je sais pas, il y a d'autres choses qui te viennent comme ça? Non, ça me donne juste encore plus d'énergie pour bouger, trouver le truc qui me manque, quoi. Mais à chaque fois que je pars dans des discussions comme ça, j'ai envie de faire énormément de choses. Donc je vais peut-être encore faire un truc extrême et puis on verra ce qui arrive, quoi. Mais ça te va bien. Enfin, je veux dire, c'est... Ouais, tant que je me perds pas dans ce jeu-là, tant que j'ai conscience de pourquoi je fais ces choses-là, ça va. Le risque, c'est de jamais me poser, toujours d'aller chercher plus loin, quoi. Tu te perds toi-même. Tu sais plus trop ce que tu fais, quoi. Pour l'instant, j'ai conscience de ce que je fais. J'ai des amis proches avec qui j'en parle et qui me suivent, on va dire, de plus ou moins loin. Donc, je suis pas inquiet pour la suite. Donc, tu te sens bien. Ouais, de mieux en mieux. Ok. Donc, si je te demande comment ça va vraiment, Léandre? Là, aujourd'hui, ça va vraiment très bien. Je te remercie. Super. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Beaucoup pour de t'être déplacé. Ouais, c'est le déplacement du siècle. Merci à toi de m'avoir invité. Ah, c'était super chouette. Salut Léandre. Salut, bisous tout le monde. Merci à Léandre d'avoir accepté de se lancer avec moi en essuyant les plâtres avec ce premier enregistrement d'épisode de podcast. Je tenais quand même à sortir cet épisode que je considère comme le pilote de ce podcast. Donc une fois enregistré, j'ai perçu tout de suite les choses qu'il fallait que j'améliore, notamment les choses que j'avais oublié de dire. Mais voilà, j'ai essayé de mettre de côté ce perfectionnisme trop présent parfois, en me disant que c'était un premier épisode et qu'il fallait que je me lance parce que sinon, je le ferai jamais. Donc encore merci à Léandre et merci à vous tous de m'avoir écouté jusqu'ici, de me soutenir et de m'accompagner dans cette aventure qui me tient très à cœur. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter, à donner un avis et le partager. C'est une aide précieuse pour le référencement du podcast et ça donne envie à d'autres personnes de l'écouter. Et vous pouvez également me rejoindre sur Instagram pour être au courant de l'actu du podcast où j'y partage d'autres histoires. Autrement, nous, on se retrouve la semaine prochaine dans un autre épisode. Je vous embrasse très fort et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous.